La mère s'est réveillée au milieu de la nuit à cause des pleurs du bébé. Dans la cuisine, la femme de ménage parlait couramment une autre langue, mais elle n'avait jamais dit qu'elle parlait une autre langue. Curieuse, la mère a entendu un secret qui l'a glacée de l'intérieur. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, nous continuons. Le réveil naturel de Florence sonna sous la forme des pleurs doux de son fils Gabriel. 3 heures du matin, un horaire qui était devenu une routine dans sa vie depuis la naissance du petit, il y a seulement 6 mois. Tandis que son mari, Richard, restait plongé dans un sommeil profond, elle glissa hors du lit avec l'habileté silencieuse que toute mère développe par instinct. L'obscurité de l'appartement à Bordeaux n'était atténuée que par la faible veilleuse du couloir, suffisante pour la guider jusqu'à la chambre du bébé. La chaleur humide typique de l'aube bordelaise embrassait l'atmosphère, même avec la climatisation allumée. Florence traversa le large couloir de l'appartement de classe moyenne supérieure, situé dans le quartier de Nantes, l'un des plus traditionnels de la ville. Alors qu'elle s'approchait de la chambre de son fils, un son inhabituel attira son attention. Ce n'étaient pas les pleurs de Gabriel qui continuaient doucement et par intermittence, mais une voix mélodieuse qui venait du salon. Florence hésita. La curiosité l'emporta sur l'instinct maternel pendant quelques instants. Cette voix chantait, doucement dans une langue qui ne lui était pas familière, avec une cadence qui la fit frissonner. Changeant de direction, elle marcha à pas légers vers le salon. Dans la pénombre, elle distingua la silhouette de Jeanne, la jeune femme qui travaillait chez elle depuis presque 1 an, mais dont, réalisa-t-elle à ce moment, elle savait étonnamment peu de choses. Jeanne était assise par terre, entourée d'objets que Florence n'avait jamais remarqués auparavant. Un petit tambour artisanal, des colliers colorés de graines et ce qui semblait être une flûte rustique étaient disposés devant elle en un petit cercle éclairé seulement par la lumière de la lune qui entrait par la fenêtre du balcon. La jeune femme, qui portait toujours l'uniforme standard pendant la journée, portait maintenant une tunique colorée aux motifs géométriques qui semblait raconter une histoire. « Jeanne ?» appela doucement Florence, ne voulant pas l'effrayer. La jeune femme interrompit brusquement son chant, se tournant avec des yeux écarquillés. Pendant un instant, Florence aperçut quelque chose dans le regard de la jeune femme qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Une profondeur, une histoire non racontée, une vulnérabilité qui contrastait avec l'efficacité discrète qu'elle montrait pendant la journée. « Excusez-moi, Madame Florence, je ne voulais réveiller personne, » répondit Jeanne, ramassant rapidement ses affaires. « Monsieur Gabriel pleure, je peux aider. »« Non, tout va bien. » Florence fit un geste pour qu'elle ne s'inquiète pas. « Je vais m'occuper de lui, mais que faisiez-vous » Un bref silence plana entre elles. Gabriel continuait de pleurer en arrière-plan, mais Florence resta là, comme si quelque chose de plus important était sur le point d'être révélé. « Ce sont des choses de ma communauté, » répondit finalement Jeanne, encore hésitante. « Aujourd'hui est une date spéciale pour mon peuple. » Florence n'avait jamais pensé à Jeanne comme à quelqu'un ayant un peuple. Dans son esprit, la jeune femme n'était que la fille discrète et efficace qui s'occupait de sa maison pendant qu'elle essayait d'équilibrer sa récente maternité avec son travail d'architecte. Elle réalisa à ce moment-là comment elle avait réduit Jeanne à une fonction, ne la voyant jamais vraiment. « Votre peuple ? Vous ne m'en avez jamais parlé, » commenta Florence, sincèrement intéressée. Les pleurs de Gabriel s'intensifièrent, brisant le moment. « Allez vous occuper du petit. » Jeanne sourit timidement. « Nous en parlerons une autre fois. » Tout en berçant Gabriel pour le rendormir, Florence ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'elle avait vu. Qui était vraiment Jeanne? Que signifiaient ces objets, cette musique dans une langue inconnue? Pour la première fois, elle ressentit une pointe de honte de n'avoir jamais posé de questions significatives à la jeune femme qui passait plus de temps avec son fils qu'elle-même. Le lendemain matin, l'appartement retrouva sa routine habituelle. Richard partit tôt pour le cabinet d'avocat dont il était associé, ayant à peine le temps de prendre un café. Florence organisait son agenda de réunion à distance, tandis que Jeanne, à nouveau dans son uniforme discret, préparait le petit déjeuner de Gabriel. Rien n'indiquait la rencontre nocturne, et Florence commença à se demander si elle devait mentionner le sujet. « Jeanne » appela-t-elle finalement, alors que la jeune femme rangeait la cuisine. « À propos d'hier soir,
Jeanne se figea un instant mais reprit rapidement ses mouvements efficaces. « Excusez-moi encore une fois, Madame Florence, cela ne se reproduira plus. »« Non, ce n'est pas ça, » s'empressa d'expliquer Florence. « Je voulais en savoir plus sur cette musique, ces objets, sur votre peuple. » La surprise sur le visage de Jeanne était évidente. Elle arrêta ce qu'elle faisait et regarda directement Florence pour la première fois. « Vous voulez vraiment savoir ?» demanda-t-elle, avec un mélange de méfiance et d'espoir. « Oui, je veux savoir, » répondit Florence avec sincérité. C'est ainsi que ce matin-là, entre les tâches ménagères et les soins à Gabriel, Florence commença à connaître la véritable Jeanne. Elle était originaire d'une communauté rurale près de Saint-Étienne, descendante de Bretons. Elle était venue à Bordeaux à la recherche d'un travail pour aider sa famille, surtout sa grand-mère, qui avait besoin de soins médicaux. « Ma grand-mère est la gardienne des histoires et des chansons de notre peuple », expliqua Jeanne, tout en pliant du linge. « Hier, c'était le jour où nous célébrons les esprits de la forêt. Je ne pouvais pas être là-bas, alors je faisais mon propre rituel ici. » À chaque mot, Florence sentait un monde s'ouvrir devant elle. Un monde si proche géographiquement, mais si éloigné de sa réalité privilégiée de femme blanche, éduquée dans de bonnes écoles et mariée à un avocat prospère. Lorsque Richard rentra du travail ce jour-là, il trouva un scénario inhabituel. Florence et Jeanne étaient assises à la table du salon, entourées de photographies et de petits objets artisanaux. Gabriel jouait sur le tapis à proximité, observant avec curiosité les colliers colorés que Jeanne montrait. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, sans cacher sa surprise. « Je fais la connaissance de Jeanne », répondit simplement Florence. « Savais-tu qu'elle joue de 5 instruments différents et que sa grand-mère est une conteuse respectée dans toute la région ?» Richard fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise avec la situation. « Florence, puis-je te parler 1 minute ?» Dans l'intimité de la chambre, Richard ne cacha pas son inquiétude. « Je ne trouve pas approprié cette intimité avec l'employé. Tu dois maintenir une certaine distance professionnelle. »« Employé ?» répéta Florence, sentant le poids du mot comme jamais auparavant. « Richard, elle a un nom, c'est Jeanne, et elle a une histoire incroyable que nous ne nous sommes jamais donné la peine de connaître. Cela ne change pas le fait qu'il existe une relation professionnelle qui doit être respectée, insista-t-il. Je ne dis pas de la maltraiter, juste de maintenir des limites claires. » Florence observa son mari avec un regard neuf. C'était un homme bon, travailleur, un père dévoué, mais à ce moment-là, elle perçut entre eux une distance qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Quelle limite, Richard? Celle qui nous empêche de voir les personnes au-delà des fonctions qu'elles exercent. » Laissant son mari sans réponse, Florence retourna au salon où Jeanne avait déjà rangé ses affaires et reprit ses tâches, comme si elle essayait d'effacer le moment de connexion qu'elles avaient partagé. « Jeanne, » appela Florence, « un jour pourriez-vous me jouer à nouveau cette musique, celle que j'ai entendue hier soir ?» Le sourire timide qui se forma sur les lèvres de la jeune femme fut une réponse suffisante. Cette nuit-là, quelque chose s'était éveillé en Florence au-delà des pleurs de son fils. Une curiosité, une soif de connaître le monde au-delà des murs confortables de son appartement, au-delà des limites invisibles qui séparaient des vies si différentes dans la même ville. Dans les jours qui suivirent, Florence commença à observer Jeanne d'un autre œil. Elle remarquait des détails qui passaient auparavant inaperçus, la délicatesse avec laquelle la jeune femme fredonnait pour Gabriel en le changeant, la façon dont ses doigts bougeaient avec précision en préparant les aliments, comme si elle jouait d'un instrument invisible, et surtout, l'expression distante qui prenait son visage quand elle regardait par la fenêtre en direction de la Garonne qui traversait la ville. 1 semaine après la rencontre nocturne, Florence décida de faire un pas en avant. Profitant du fait que Richard était parti à Paris pour affaires, elle invita Jeanne à dîner avec elle, après que Gabriel se soit endormi. L'invitation fut reçue avec surprise et une hésitation qui révélait à quel point la situation sortait de l'ordinaire. « Vous êtes sûre, madame ? Ce n'est pas convenable, » murmura Jeanne, ajustant nerveusement son uniforme. « Convenable selon qui ?» questionna Florence avec un sourire. « De plus, je vous le demande non seulement en tant qu'employeuse, mais en tant que personne qui veut sincèrement mieux vous connaître. » Le dîner fut simple, une bouillabaisse préparée par Jeanne elle-même. Mais la conversation coula de manière surprenante. Initialement réticente,
La jeune Bretonne commença à s'ouvrir lorsque Florence lui posa des questions sur la musique qu'elle avait entendue cette nuit-là. « C'est un chant de protection », expliqua Jeanne, ses yeux prenant un éclat particulier. « Ma grand-mère Isabelle me l'a enseigné quand j'avais 7 ans. Elle disait que la musique relie les mondes, le visible et l'invisible. » « Et ces instruments que j'ai vus avec vous ?»« Le hochet est le plus important, » dit Jeanne, faisant référence au maracas que Florence avait remarqué. Il appelle les esprits de la forêt. La flûte, nous l'appelons torope, raconte des histoires sans parole. Au fil de la soirée, Florence découvrit que Jeanne n'était pas seulement connaisseuse de cette tradition musicale. Elle était considérée dans sa communauté comme une jeune femme prometteuse qui pourrait devenir la prochaine gardienne des chansons succédant à sa grand-mère. Son talent avait été reconnu très tôt, mais la nécessité d'aider financièrement sa famille l'avait amenée dans la capitale régionale. « Pourquoi n'en avez-vous jamais parlé avant ?» demanda Florence, sincèrement intriguée. Jeanne baissa les yeux vers son assiette déjà vide. « Quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai vite appris que certaines choses doivent rester cachées. Dans la première maison où j'ai travaillé, la patronne m'a renvoyé quand elle m'a vu faire un rituel pour purifier l'environnement. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de sorcellerie chez elle. » Le visage de Jeanne se durcit à ce souvenir. Après cela, j'ai appris à garder ma culture, pour moi-même. Florence ressentit un mélange de honte et d'indignation. « Je suis désolée que vous ayez vécu cela. Ce n'est pas votre faute, Madame Florence. »« Juste Florence, s'il vous plaît, » insista-t-elle. « Et d'une certaine façon, c'est bien ma faute. C'est la faute de nous tous qui perpétuons ces préjugés, même sans nous en rendre compte. » Le silence qui suivit fut rompu par les pleurs de Gabrielle dans la chambre. Toutes deux se levèrent simultanément, mais ce fut Jeanne qui dit « Laissez, j'y vais. Vous avez déjà fait beaucoup aujourd'hui. » En m'écoutant, Florence observa Jeanne marcher vers la chambre du bébé, fredonnant doucement. Quelque chose en elle avait changé irréversiblement. Une graine de questionnement avait été plantée sur sa vie, ses privilèges, sa vision du monde. Le lendemain matin, en entrant dans la cuisine, Florence trouva sur la table un petit paquet enveloppé dans une feuille de bananier. À l'intérieur, il y avait un collier de graines colorées. « C'est un cadeau », expliqua Jeanne qui préparait le petit déjeuner. « Dans ma tradition, celui qui écoute vraiment nos histoires en devient une partie. » Florence mit le collier, émue par le geste. « C'est magnifique, Jeanne. Merci. »« Chaque graine a une signification, » continua la jeune femme. « Les rouges représentent le courage, les brunes sont la connexion avec la terre, les bleus symbolisent l'eau qui nous soutient. » Le retour de Richard 2 jours plus tard ramena la tension dans l'appartement. En remarquant le collier au cou de sa femme et la nouvelle dynamique entre elle et Jeanne, son malaise était palpable. « Que se passe-t-il, Florence ?» questionna-t-il pendant le dîner, après que Jeanne se soit retirée dans sa chambre. « D'abord, je te trouve en conversation intime avec l'employé. Maintenant, tu portes ça. » Il pointa le collier avec dédain. « Ce ça est un cadeau significatif d'une personne talentueuse et profonde qui travaille dans notre maison depuis 1 an et sur qui nous ne nous sommes jamais souciés de savoir quoi que ce soit, » répondit Florence, sentant une irritation croissante. « Et son nom est Jeanne Richard, pas l'employé. »« Je m'inquiète pour toi, » insista-t-il. « Depuis la naissance de Gabrielle, tu es différente, vulnérable, et maintenant, tu sembles développer une sorte de fixation pour cette fille. » « Fixation ?» Florence rit sans humour. « Tu appelles fixation le fait que je traite quelqu'un avec dignité et intérêt sincère. Qu'est-ce que cela dit sur notre façon de vivre jusqu'à présent ?» Richard soupira, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Écoute, je ne veux pas me disputer. Je pense simplement que tu confonds les choses. Il existe une hiérarchie naturelle qui doit être respectée pour le bon fonctionnement de la maison. »« Hiérarchie naturelle », répéta Florence, incrédule. « Tu me dis qu'il est naturel que Jeanne, avec toutes ses connaissances et son talent, soit subordonnée à nous simplement parce que nous sommes nés dans des circonstances différentes ? » « Ne déforme pas mes paroles, » rétorqua Richard, élevant légèrement la voix. « Je parle d'organisation domestique, de rôle clair. Sans cela, comment espères-tu que les choses fonctionnent ?» La discussion se termina sans résolution, Richard allant dormir dans la chambre d'amis. Florence resta éveillée, contemplant comment son mariage apparemment parfait révélait maintenant des fissures
qui avait peut-être toujours été là attendant simplement d'être exposé. Le lendemain matin, Florence trouva Jeanne sur le balcon regardant vers la rivière, tandis que Gabriel jouait dans son parc portable. La jeune femme semblait être à des kilomètres de là, son regard perdu dans les eaux qui reflétaient le ciel nuageux. « À quoi pensez-vous » demanda Florence, s'approchant. Jeanne sembla hésiter mais finit par répondre « À la musique que je n'arrive jamais à terminer de composer. »« Vous composez ?»« J'essaie, » admit Jeanne. « Ma grand-mère dit que chaque gardien doit créer ses propres chansons pour raconter les histoires de son temps. » « Et quelle histoire votre musique veut-elle raconter ?» Le regard de Jeanne se fixa sur Gabriel avant de répondre « L'histoire de ceux qui vivent entre deux mondes, sans appartenir complètement à aucun d'eux. » Florence sentit un nœud dans sa gorge. Cette phrase capturait non seulement la situation de Jeanne, mais aussi un sentiment qu'elle-même éprouvait depuis la maternité, cette présence absente, divisée entre identité et responsabilité. « J'aimerais l'entendre un jour, » dit Florence. Jeanne sourit timidement. « J'ai besoin de mon tambour pour la montrer correctement. Il est rangé dans ma chambre. »« Et pourquoi ne pas l'apporter ici, dans le salon ?» suggéra Florence. « Vous n'avez pas besoin de cacher qui vous êtes, Jeanne. Pas dans cette maison. » Le regard de gratitude que Jeanne lança à Florence fut plus éloquent que n'importe quel mot. Cet après-midi-là, pendant que Richard était au bureau, Florence fut surprise par le son doux d'un tambour venant du salon. En s'approchant, elle trouva Jeanne assise par terre avec Gabriel, lui montrant comment frapper légèrement l'instrument. Le bébé riait, enchanté, essayant d'imiter les mouvements avec ses petites mains. « Il a le rythme », commenta Jeanne, sans remarquant Florence qui les observait. « Comme vous », répondit Florence, s'asseyant à côté d'eux, « montrez-moi votre musique inachevée. » Jeanne hésita, mais ferma ensuite les yeux et commença à jouer. Ses doigts créaient des motifs complexes sur la peau du tambour, tandis que sa voix s'élevait dans une mélodie qui mélangeait des mots en français et dans sa langue ancestrale. La musique parlait de rivières qui séparaient et unissaient, de forêts qui gardaient des secrets, d'enfants nés sous des étoiles différentes, mais qui partageaient le même ciel. Quand la musique s'arrêta, Florence réalisa qu'elle avait les larmes aux yeux. « C'est magnifique, Jeanne. »« C'est incomplet, » murmura la jeune femme. « Il manque quelque chose que je n'arrive pas encore à atteindre. » « Qu'est-ce qui manque, selon vous ?» Jeanne regarda l'horizon visible par la fenêtre, où le vert de la forêt lointaine rencontrait le ciel. Peut-être le courage d'être qui. Je suis vraiment indépendamment de l'endroit où je me trouve. Cette phrase résonna dans l'esprit de Florence tout le reste de la journée. Le soir, quand Richard revint du travail, elle l'attendait avec une expression déterminée. « Nous devons parler, dit-elle. De Jeanne, de nous, du type de personne que nous voulons être et de l'exemple que nous voulons donner à Gabriel. » Richard soupira mais acquiesça. Quelque chose dans l'expression de Florence lui disait que cette conversation changerait le cours de leur vie. La conversation entre Florence et Richard cette nuit-là se prolongea jusqu'à l'aube. Ce qui avait commencé comme une discussion sur Jeanne s'était transformé en un profond questionnement sur les valeurs qui soutenaient leur mariage et la vie qu'ils avaient construite ensemble. « Je ne demande pas que nous changions complètement à notre structure familiale », expliqua Florence assise au bord du lit, tandis que Richard faisait les 100 pas dans la chambre. « Je suggère simplement que nous ouvrions un espace pour reconnaître la valeur et l'humanité de ceux qui nous entourent. » Richard s'arrêta et regarda sa femme avec une expression fatiguée. « Florence, je n'ai jamais traité Jeanne avec irrespect. J'ai toujours payé son salaire à temps. Nous lui offrons une chambre confortable, des congés réguliers. Et c'est suffisant ?» questionna-t-elle. « Remplir des obligations légales? Est-ce ainsi que nous mesurons la valeur de nos relations ?» Un silence pesant tomba entre eux. De l'autre côté de l'appartement, ils pouvaient entendre le tic-tac de l'horloge du salon, marquant les secondes de cette conversation qui semblait mettre à nu des vérités longtemps enterrées. « Avant la naissance de Gabriel, » continua Florence, d'une voix douce, « j'étais différente. Je vivais en pilote automatique, comme si la vie était une liste de réussites à atteindre. Diplôme, emploi stable, mariage, appartement, enfant. Je ne me suis jamais arrêté pour questionner le pourquoi de chaque étape.
Richard s'assit à côté d'elle, ses mains trouvant celles de sa femme dans un geste automatique de connexion. « La maternité m'a éveillé à quelque chose que je ne peux pas expliquer, poursuivit-elle. C'est comme si j'avais gagné de nouveaux yeux. Et maintenant, avec Jeanne, je réalise combien de personnes sont passées dans ma vie sans que je les voie vraiment. » « Tout cela concerne la culpabilité ?» demanda Richard, trouvant finalement ces mots. « Tu te sens coupable d'avoir des privilèges ?» Florence secoua la tête. « Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la conscience. Et je ne veux pas seulement déplorer mes privilèges, je veux les utiliser pour quelque chose de significatif. » Pour la première fois cette nuit-là, Richard sembla véritablement réfléchir aux paroles de sa femme au lieu de simplement y réagir. « Que veux-tu faire exactement ?» demanda-t-il avec une curiosité sincère. Florence sourit, sentant qu'enfin elle était écoutée. « Pour commencer, je veux créer un espace où le talent de Jeanne puisse être reconnu. Elle a un don, Richard. Un don qui est gaspillé pendant qu'elle plie nos vêtements et lave notre vaisselle. » La conversation s'engagea sur des chemins inattendus cette nuit-là. Richard, diplômé d'une prestigieuse faculté de droit et élevé dans une famille conservatrice, n'avait jamais été confronté à certaines questions. Mais l'amour pour Florence et le désir de la comprendre le maintenaient ouvert au dialogue, même quand c'était inconfortable. Le lendemain, un samedi ensoleillé, Richard surprit tant Florence que Jeanne en s'asseyant à la table du petit déjeuner et en demandant directement à la jeune femme « Jeanne, ma femme m'a parlé de votre talent musical. J'aimerais l'entendre si cela ne vous dérange pas. » L'étonnement sur le visage de Jeanne était visible. Elle regarda Florence qui acquiesça pour l'encourager. « Maintenant, monsieur ?» demanda-t-elle incertaine. « Richard » corrigea-t-il avec un sourire timide. « Vous pouvez m'appeler Richard, et oui, si ce n'est pas gênant. » Cette matinée marqua un subtil changement dans la dynamique de la maison. Sur la terrasse de l'appartement, avec la brise de la Garonne rafraîchissant l'air chaud de Bordeaux, Jeanne joua de son tambour et chanta. Sa voix, initialement timide, prit de l'assurance au fur et à mesure que la musique avançait. C'était une chanson sur la forêt et ses gardiens, sur les eaux qui portèrent des histoires et sur le temps qui transformait tout, inexorablement. Quand elle termina, le silence qui suivit était révérencieux. Gabriel, sur les genoux de Florence, qui regardait Jeanne fascinée. Richard, quant à lui, semblait perdu dans ses pensées. « C'était extraordinaire, dit-il finalement. Où avez-vous appris à jouer ainsi ?»« Avec ma grand-mère qui l'a appris de sa mère, et ainsi de suite pendant des générations, » répondit Jeanne, plus confiante maintenant. « Dans ma communauté, la musique n'est pas seulement un divertissement, c'est une façon de préserver le savoir. » « Quel genre de savoir ?» demanda Richard, sincèrement intéressé. « Sur les plantes médicinales, sur le mouvement des rivières, sur la façon de prévoir les changements de temps. Chaque chanson est comme un livre qui n'a pas besoin de papier pour exister. » La conversation qui suivit révéla des aspects de la vie de Jeanne que même Florence ne connaissait pas. Elle était la petite fille aînée d'Isabelle, l'une des dernières détentrices d'un vaste savoir traditionnel dans sa communauté rurale près de Saint-Étienne. À 22 ans, Jeanne avait quitté sa maison non seulement par nécessité financière, mais aussi à cause de la pression d'assumer le rôle de gardienne des traditions, une responsabilité qui l'effrayait. « Je ne me sentais pas prête, » confessa-t-elle. « Ma grand-mère m'a dit que je devais connaître le monde au-delà de la rivière avant de décider de mon chemin. C'est elle qui a insisté pour que je vienne en ville. »« Et vous comptez y retourner ?» demanda Florence. Le regard de Jeanne se perdit dans l'horizon avant de répondre « Ma grand-mère est malade, son temps s'épuise. Si je ne retourne pas apprendre ce que seule elle peut enseigner, tout ce savoir pourrait se perdre. » C'est à ce moment que Florence et Richard échangèrent un regard significatif. La même idée leur était venue simultanément. « Et si vous pouviez faire les deux ?» suggéra Florence. « Continuer ici, mais aussi préserver ce savoir ?» Dans les semaines qui suivirent, une idée prit forme. Richard, utilisant ses contacts dans le milieu juridique, découvrit que l'université avait un programme de préservation des savoirs traditionnels. Florence, quant à elle, commença à rechercher comment la technologie pourrait aider à documenter les chansons et les histoires de la communauté de Jeanne. Un soir, alors qu'elle mettait Gabriel au lit, Florence fut surprise par Jeanne à la porte de la chambre du bébé. « Puis-je vous parler un moment ?» demanda la jeune femme, visiblement nerveuse. « Bien sûr », répondit Florence, déposant doucement Gabriel dans son berceau. Les deux femmes se dirigèrent vers le salon.
J'ai reçu des nouvelles de chez moi, commença Jeanne, se tordant les mains. Ma grand-mère va plus mal. Le médecin dit qu'il lui reste peu de mois. Florence sentit son cœur se serrer. Jeanne, je suis désolé. Je dois rentrer au moins pour quelques semaines, continua la jeune femme. Je sais que c'est un inconvénient, mais ne dites pas cela, interrompit Florence, prenant les mains de Jeanne. La famille est prioritaire. Vous devez y aller, et votre emploi sera ici à votre retour. Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Jeanne. Merci. Vous avez été si différent de tous les patrons que j'ai eus. Nous ne sommes pas vos patrons, corrigea doucement Florence. Nous essayons d'être vos amis. Ce soir-là, après que Jeanne se soit retirée dans sa chambre, Florence trouva Richard dans son bureau, révisant quelques dossiers. « Nous devons parler, dit-elle, s'asseyant dans le fauteuil face au bureau. Richard leva les yeux de ses documents, reconnaissant le ton sérieux de sa femme. « Quelque chose est arrivé ?» « La grand-mère de Jeanne va plus mal. Elle doit retourner dans sa communauté pour quelques semaines. »« Je comprends, » dit Richard, enlevant ses lunettes. « Nous pouvons embaucher quelqu'un temporairement pour aider. Avec Gabrielle et la maison. »« Ce n'est pas seulement ça, » continua Florence. « J'ai pensé, et si nous allions avec elle ?» L'expression de Richard était de pure stupéfaction. Comment ça, aller avec elle? Dans une communauté rurale en Bretagne? Pense-y, Richard. Ce serait une opportunité unique. Pour nous, pour Gabrielle, voir de près cette culture qui a disparu. De plus, nous pourrions aider d'une manière ou d'une autre. Avec tes connaissances juridiques, ma formation en architecture... Florence, interrompit Richard, je sais que tu es fascinée par tout cela, mais nous parlons d'emmener notre fils de 6 mois dans un endroit reculé, probablement sans infrastructure adéquate. Jeanne m'a dit que la communauté a un dispensaire, une école, de l'énergie solaire. Ce n'est pas aussi isolé que tu l'imagines. Richard soupira profondément. C'est de la folie, Florence. J'ai des procès importants en cours. Tu as tes projets? C'est seulement pour 2 semaines, insista-t-elle. Considère cela comme des vacances éducatives. La discussion se prolongea jusqu'au cœur de la nuit, avec des arguments des deux côtés. Florence savait qu'elle demandait quelque chose d'inhabituel, mais elle sentait au fond de son cœur que ce voyage pourrait être transformateur pour tous. Le lendemain matin, pendant qu'ils prenaient leur café, Richard surprit Florence par sa réponse. « 2 semaines, pas plus, dit-il, essayant de cacher un sourire devant l'expression radieuse de sa femme. « Et je vais devoir vérifier les questions de sécurité, de logistique, d'hébergement. »« Merci, » répondit Florence en l'embrassant. « Je te promets que tu ne le regretteras pas. » Quand ils informèrent Jeanne de leur décision, la réaction de la jeune femme fut d'abord le choc, suivi d'une joie contenue. « Vous êtes sûr? La vie là-bas est très différente de la ville. »« Nous sommes sûrs, » affirma Florence. « Nous voulons connaître votre monde, Jeanne. Si vous nous acceptez comme visiteurs... » Le sourire de Jeanne illumina son visage d'une manière que Florence n'avait jamais vue auparavant. À ce moment, quelque chose changea définitivement entre elles. Elles n'étaient plus employées et patronnes, mais 2 femmes unies par un lien de respect mutuel et de curiosité sincère. Dans les jours qui suivirent, les préparatifs du voyage dominèrent la routine de la maison. Richard, toujours méthodique, créa des listes d'articles nécessaires et rechercha exhaustivement la région. Florence, quant à elle, était plus intéressée à apprendre de Jeanne les coutumes et traditions qu'il rencontrerait. « Y a-t-il un protocole que nous devrions suivre ?» demanda-t-elle en aidant Jeanne à faire ses valises. « Quelque chose que nous devrions apporter comme cadeau pour votre grand-mère ou pour la communauté ? Ma grand-mère valorise la connaissance par-dessus tout, » répondit Jeanne après réflexion. « Si vous pouviez apporter des livres, surtout sur les plantes ou la médecine naturelle, elle serait très heureuse. » Un soir, à 3 jours du départ, Jeanne invita Florence et Richard à un rituel spécial dans sa chambre. L'espace était transformé. De petites bougies illuminaient l'ambiance, des herbes séchées parfumaient l'air, et au centre, sur un tissu coloré, étaient disposés les instruments de musique de la jeune femme. « Dans ma tradition, avant un voyage, nous demandons la protection des esprits de la forêt et de la rivière, » expliqua-t-elle. Je sais que vous avez une autre foi, mais j'ai pensé que vous voudriez peut-être participer. À la surprise de Jeanne, Florence et Richard acceptèrent sans hésitation. Les 3 s'assirent en cercle, avec Gabrielle endormie dans les bras de sa mère. Jeanne joua doucement de son tambour et commença à chanter.
La mélodie était hypnotique. Les mots dans sa langue ancestrale créaient une atmosphère de profonde connexion. À la fin du rituel, Jeanne remit à chacun d'eux une petite amulette faite de graines et de fibres naturelles. Pour la protection pendant le voyage, expliqua-t-elle, et pour que vous trouviez toujours le chemin du retour vers la maison, quel que soit le sens de maison pour vous. Cette nuit-là, allongée aux côtés de Richard, Florence contempla comment sa vie avait drastiquement changé en si peu de temps. De la rencontre fortuite à l'aube avec Jeanne était née une amitié qui les menait maintenant vers une aventure inattendue au cœur de la Bretagne. « Tu crois qu'on est fou ?» chuchota-t-elle à Richard qui s'endormait déjà. « Probablement », répondit-il avec un sourire somnolent, mais d'une bonne façon. Florence s'endormit avec l'amulette de Jeanne dans sa main, rêvant de rivières, de forêts et de chansons anciennes qui semblaient l'appeler à la maison. Le voyage de Bordeaux, jusqu'à la communauté de Jeanne, fut un périple qui transcendait le simple déplacement géographique. Pour Florence, Richard et le petit Gabriel, chaque étape du parcours était comme tourner la page d'un livre dont les histoires devenaient progressivement plus surprenantes. D'abord, le vol d'1 heure jusqu'à Lyon, où la confluence du Rhône et de la Saône créait un phénomène naturel fascinant. Une métaphore parfaite pour ce qui se passait dans leur vie, pensa Florence. Ensuite, un voyage en train puis en voiture qui dura presque 5 heures, traversant des paysages où la campagne semblait se refermer sur eux dans une étreinte verte et mystérieuse. Richard, qui avait tant hésité à faire ce voyage, observait, maintenant tout avec des yeux d'enfant, photographiant chaque détail, posant des questions qui révélaient sa curiosité sincère. Gabriel, quant à lui, semblait étrangement à l'aise dans ce nouvel environnement, souriant aux arbres comme s'il reconnaissait de vieux amis. « Nous arrivons », annonça Jeanne lorsque la voiture contourna un virage. Sa voix contenait un mélange d'anxiété et de joie qui n'échappa pas à Florence. Au loin, ils purent voir un ensemble de maisons colorées construites dans le style traditionnel breton, adaptées au climat local. Certaines étaient en pierre, d'autres en bois, toutes avec des toits qui brillaient sous le soleil de l'après-midi. Au centre de la communauté, une construction plus grande se distinguait. « La maison commune », expliqua Jeanne. À mesure que la voiture s'approchait, des gens commencèrent à apparaître. Les enfants couraient joyeusement, pointant du doigt et faisant des signes. Les adultes interrompèrent leurs activités pour observer l'arrivée des visiteurs inattendus. Jeanne, sortant rapidement du véhicule, fit un signe de la main, et quelqu'un, dans la foule, poussa un cri caractéristique qui fut repris par d'autres membres de la communauté. « C'est l'appel de bienvenue », expliqua-t-elle à Florence et Richard. « Ils disent que la fille de la vallée est revenue à la maison. Quand ?» Ils descendirent enfin. Jeanne fut immédiatement enveloppée par des embrassades et des exclamations de joie. Florence observa la transformation de la jeune femme. Ici, loin de l'uniforme et des tâches domestiques de l'appartement à Bordeaux, Jeanne irradiait une confiance et une présence qui la rendaient presque méconnaissable. « Venez », appela-t-elle, tendant la main pour aider Florence à descendre avec Gabriel dans les bras. « Je veux vous présenter à ma famille. » Une dame aux cheveux gris et au port droit, malgré son âge avancé, s'approcha lentement. Ses yeux, de la même teinte sombre que ceux de Jeanne, possédaient une intensité qui fit sentir à Florence qu'elle était évaluée jusqu'au tréfonds de son âme. « Grand-mère Isabelle », dit Jeanne en français pour que les visiteurs comprennent. « Voici mes amis de Bordeaux, Florence, Richard et le petit Gabriel. » La dame les regarda longuement chacun avant de parler. Sa voix était étonnamment forte et mélodieuse pour quelqu'un qui, comme Florence l'apprendrait plus tard, avait déjà 85 ans. « Les esprits de la vallée m'ont dit que vous viendriez, » déclara-t-elle en français parfait, bien qu'avec un accent marqué. « Soyez les bienvenus dans notre communauté. La maison de Jeanne est maintenant la vôtre. » Le logement préparé pour eux était simple mais confortable. Une chambre à l'arrière de la maison principale de la communauté avec des fenêtres donnant sur la vallée. Des moustiquaires couvraient le lit double et le petit berceau improvisé pour Gabriel. Une brise constante venant de la vallée adoucissait la chaleur de l'été. « Pardonnez la simplicité, » dit Jeanne en les aidant à installer leurs bagages. « Je sais que c'est très différent de ce à quoi vous êtes habitués. C'est parfait, » répondit sincèrement Florence. « C'est tout ce dont nous avons besoin. » Richard,
qui avait silencieusement observé l'animation autour de lui, parla enfin. « Cet endroit est incroyable, Jeanne. Merci de nous avoir amenés ici. » La première nuit dans la communauté fut marquée par une réception spéciale. Après un dîner copieux avec des poissons frais, des bittersatzotsen, pommes de terre et des fruits locaux, tous se réunirent dans la cour centrale pour une célébration en l'honneur du retour de Jeanne et de l'arrivée des visiteurs. Au son des tambours et des flûtes, les habitants dansèrent et chantèrent en cercle autour d'un feu. Florence observait fascinée quand Madame Isabelle s'approcha, s'asseyant à ses côtés sur le banc en bois. « Votre fils a des yeux qui voient au-delà », commenta l'ancienne, observant Gabriel qui dormait paisiblement dans les bras de sa mère malgré le bruit environnant. « Fils », corrigea automatiquement Florence, « Gabriel est un garçon. » Madame Isabelle sourit énigmatiquement. « Je sais ce que je vois », répondit-elle simplement avant de changer de sujet. « Jeanne m'a raconté comment vous l'avez découverte, dans l'obscurité de la nuit, suivant le son de sa musique. »« C'était un hasard, » dit Florence. « Rien n'est hasard quand il s'agit de musique ancestrale, » répliqua la dame. « Les chants appellent ceux qui ont besoin de les entendre. » Avant que Florence puisse questionner le sens de cette affirmation, Jeanne s'approcha, radieuse dans ses vêtements traditionnels, une tunique colorée brodée de symboles géométriques et ornée de petites graines et coquillages. « Grand-mère, puis-je emmener Florence rencontrer les autres femmes ?» Madame Isabelle acquiesça, et Florence confia Gabriel aux soins de Richard, avant de suivre Jeanne jusqu'à un cercle de femmes de divers âges qui conversaient joyeusement, tout en tissant des paniers de fibres naturelles. « Voici Thérèse. »« Comme ma cousine », présenta Jeanne, indiquant une jeune femme d'environ son âge. « Et voici Marie, notre meilleure sage-femme et connaisseuse d'herbes. » Florence fut accueillie avec des sourires chaleureux et des questions curieuses sur la vie dans la grande ville. À sa surprise, elle se retrouva à parler ouvertement non seulement de son travail d'architecte, mais aussi de ses insécurités en tant que mère novice, de ses questionnements sur la vie qu'elle menait et du vide inexplicable qu'elle ressentait parfois, malgré avoir tout ce qu'elle avait toujours voulu. « La forêt connaît aussi ce vide », commenta Marie, tandis que ses mains habiles tressaient des fibres avec une rapidité impressionnante. Quand un espace est ouvert par la hache ou par le feu, quelque chose vient toujours le remplir. Parfois des mauvaises herbes, parfois de nouveaux arbres. Cela dépend de ce qu'on plante ou de ce que le vent apporte. Cette conversation, apparemment simple, résonna profondément en Florence. Elle passa le reste de la soirée à observer la communauté avec un regard neuf, remarquant comment chaque personne semblait avoir un rôle défini et valorisé, comment les enfants circulaient librement parmi les adultes, apprenant par l'observation et la participation. Quand ils se retirèrent finalement pour dormir, Florence trouva Richard déjà allongé, contemplant le plafond en bois de la cabane. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, s'allongeant à ses côtés. « À notre ignorance, » répondit-il avec un soupir. « J'ai passé des années à étudier les lois, la jurisprudence, les doctrines, et je n'ai jamais appris sur cette France qui est juste là, à quelques heures de notre maison. » Florence sourit dans la pénombre, entrelaçant ses doigts avec ceux de son mari. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Les jours suivants furent remplis de découvertes constantes. Le matin, Florence accompagnait les femmes dans leurs tâches, apprenant à identifier les plantes médicinales, à préparer des aliments traditionnels, à tisser des fibres. Richard, quant à lui, passait des heures à discuter avec les hommes plus âgés de la communauté, écoutant leurs histoires et préoccupations, particulièrement concernant les menaces d'exploitation forestière illégale qui planaient sur la région. Gabriel semblait s'épanouir dans cet environnement. Les enfants de la communauté l'avaient adopté comme un petit frère, vérifiant toujours qu'il allait bien, lui apportant de petits cadeaux comme des plumes colorées ou des baies sucrées. Il dormait mieux, mangeait avec plus d'appétit et ses yeux brillaient d'une curiosité insatiable. Le 4e jour, Jeanne invita Florence à une promenade spéciale dans la forêt. « Je veux vous montrer un endroit important pour moi », dit-elle, tandis qu'elle marchait sur un sentier étroit qui serpentait entre des arbres centenaires. « C'est là que je vais quand j'ai besoin de composer mes musiques ou quand j'ai des décisions difficiles à prendre. » Après environ 20 minutes, elles arrivèrent à une petite clairière où un ruisseau cristallin formait une piscine naturelle, avant de poursuivre son chemin vers la rivière principale. D'énormes racines d'un chêne
le géant de la forêt, créait un banc naturel au bord de l'eau. « Voici mon endroit », dit Jeanne, s'asseyant sur les racines et invitant Florence à faire de même. « Je viens ici depuis l'enfance. C'est magnifique », commenta Florence, respirant profondément, l'air parfumé par la végétation. « Je vous ai amené ici parce que je dois vous dire quelque chose », continua Jeanne après un moment de silence. « Quelque chose que je n'ai pas encore eu le courage de révéler. » Florence sentit un serrement au cœur. « Qu'y a-t-il » ? « Ma grand-mère est dans un état plus grave que ce que j'ai dit. Le médecin du dispensaire dit qu'elle a besoin d'un traitement spécialisé, disponible seulement à Lyon ou à Bordeaux. » Jeanne respira profondément avant de continuer. « Mais elle refuse de quitter cet endroit. Elle dit que son temps approche et qu'elle veut partir sur la terre où elle est née. »« Je comprends, » dit doucement Florence. « C'est une décision personnelle qui doit être respectée. »« Le problème, » poursuivit Jeanne d'une voix émue, c'est qu'elle est la dernière à connaître toutes les chansons, toutes les histoires. Si elle part, une bibliothèque entière disparaît avec elle. Florence comprit immédiatement la gravité de la situation. Il ne s'agissait pas seulement de la perte potentielle d'une grand-mère aimée, mais d'un patrimoine culturel inestimable. Ni a-t-il personne d'autre dans la communauté qui connaisse ces chansons? Des fragments seulement. Moi-même, je connais peut-être un tiers de ce qu'elle sait. Mes cousins encore moins. Jeanne leva vers Florence des yeux embués de larmes. « C'est pour ça que je suis venue en ville, pour gagner de l'argent et pouvoir faire venir un spécialiste jusqu'ici. Mais le temps s'épuise. » Florence sentit une détermination grandir en elle. « Il doit y avoir une solution, Jeanne. Peut-être pouvons-nous enregistrer les chansons, les histoires. J'y ai pensé, mais beaucoup de chansons ne peuvent être transmises qu'à certains moments, en suivant des rituels spécifiques. » Jeanne soupira profondément. « De plus, je n'ai pas d'équipement adéquat. »« Richard et moi pouvons aider, » affirma Florence avec conviction. « J'ai des amis à l'université qui travaillent sur la préservation culturelle, et Richard connaît des personnes au ministère de la Culture qui peuvent aider à la protection légale de ce savoir. » Le regard de Jeanne s'illumina d'un espoir prudent. « Vous feriez cela pour nous ?»« Pas seulement pour vous, » répondit Florence, tenant les mains de la jeune femme. Pour nous tous, ce savoir appartient à la France, au monde. Ce serait une tragédie de le perdre. Ce soir-là, pendant le dîner communautaire, Florence et Richard annoncèrent leur intention d'aider à l'enregistrement et à la préservation des chansons et histoires de Madame Isabelle. La nouvelle fut accueillie avec un mélange de gratitude et de méfiance. Beaucoup des plus âgés craignaient que le savoir sacré, une fois enregistré, puisse être exploité ou manquer de respect par des étrangers. Ce fut Madame Isabelle qui finalement fit taire les discussions, se levant avec l'aide de son bâton sculpté. « J'ai entendu les esprits ce matin », déclara-t-elle de sa voix puissante qui commandait immédiatement l'attention de tous. « Ils m'ont dit que de nouveaux vents soufflent sur notre peuple. Si nous voulons survivre, nous devons trouver de nouvelles façons de préserver l'ancien. » Ses yeux parcoururent le cercle de visages autour du feu avant de se fixer sur Florence et Richard. « Je fais confiance à ces étrangers, » continua-t-elle. « Leurs cœurs sont comme de l'eau claire. Je peux voir à travers eux. S'ils sont disposés à nous aider, nous devons accepter. » Un murmure d'accord parcourut l'assemblée. Jeanne, assise à côté de sa grand-mère, avait des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage, mais son sourire était radieux. Plus tard, retirés dans leur chambre, Florence et Richard discutèrent des prochaines étapes. Devraient-ils prolonger leur séjour ou retourner à Bordeaux pour chercher l'équipement et les contacts nécessaires? Comment garantir que l'enregistrement respecterait les traditions et croyances de la communauté? Je n'aurais jamais imaginé qu'un voyage de 2 semaines puisse se transformer en un projet de cette ampleur, commenta Richard embrassant Florence, tout en observant Gabriel qui dormait paisiblement. « Des regrets ?» demanda-t-elle. « Au contraire, » répondit-il avec un sourire. « Pour la première fois depuis des années, je sens que j'utilise mes connaissances pour quelque chose de vraiment significatif. » Florence s'endormit cette nuit-là, le cœur plein de détermination et l'esprit bouillonnant d'idées. De l'autre côté de la communauté, dans la maison principale, Jeanne parlait à voix basse avec sa grand-mère, traduisant les plans des visiteurs et discutant quelles chansons pourraient être partagées et lesquelles devraient rester uniquement dans la mémoire orale du peuple. « Tu leur fais vraiment confiance, grand-mère » demanda Jeanne. Madame Isabelle sourit
ses yeux anciens brillant d'une sagesse qui transcendait le temps. « Je fais confiance à la musique qui les a amenés jusqu'à nous », répondit-elle énigmatiquement. « La rivière sait où elle coule, même quand nous ne le savons pas. » L'idée d'enregistrer le savoir ancestral de Madame Isabelle évolua rapidement d'un plan improvisé à un projet structuré. Avec la prolongation de leur séjour de 2 semaines supplémentaires, Florence et Richard se répartirent les tâches. Elle resterait dans la communauté, travaillant directement avec Jeanne et Madame Isabelle pour cartographier et catégoriser les chansons et histoires, tandis qu'il retournerait brièvement à Bordeaux pour chercher des équipements adéquats et mobiliser des contacts. « Je suis certaine que professeur Hélène de l'Université de Bordeaux sera intéressée », commenta Florence, tout en aidant Richard à préparer son sac pour le voyage de retour. Elle coordonne le Centre du patrimoine culturel immatériel et n'oublie pas de parler à Paul de l'Institut du patrimoine historique. Richard sourit face à l'enthousiasme de sa femme. « C'est noté. Je vais aussi rapporter ces enregistreurs, haute définition que tu as mentionnés, et des caméras supplémentaires. » Il fit une pause observant Gabriel qui jouait par terre avec une petite tortue en bois sculpté, cadeau d'un des artisans de la communauté. « Vous allez bien vous débrouiller, ici sans moi ?»« Nous n'avons jamais été aussi bien, » répondit Florence avec sincérité. « C'est comme si cet endroit avait quelque chose dont nous avions besoin sans le savoir. » Après le départ de Richard, Florence s'immergea encore plus dans la vie de la communauté. Chaque matin commençait par un bain dans la rivière, suivi d'un petit déjeuner communautaire où tous partageaient non seulement de la nourriture, mais aussi les rêves de la nuit précédente, les plans pour la journée et des histoires ancestrales. Gabriel, à la surprise de Florence, s'était complètement adapté à la routine locale, étant pris en charge collectivement par les femmes pendant qu'elles travaillaient sur le projet. Madame Isabelle, malgré sa santé fragile, manifestait une énergie renouvelée face à la possibilité de préserver son héritage. L'ancienne établit un calendrier rigoureux de sessions d'enregistrement, déterminant quelles chansons pouvaient être enregistrées quel jour, suivant les cycles lunaires et d'autres orientations que seule elle comprenait pleinement. « Aujourd'hui n'est pas un jour pour les chansons de guérison », expliquait-elle un certain matin, refusant de chanter certaines mélodies que Florence avait demandées. « La lune est dans son dernier quartier. C'est le temps des chansons d'adieu et de renouvellement. » Florence apprit à respecter ces cycles, réalisant que le savoir traditionnel possédait une logique interne qui, bien que différente de la pensée académique occidentale, était tout aussi complexe et cohérente. Elle commença à tenir un journal détaillé, enregistrant non seulement les chansons, mais aussi le contexte dans lequel elles étaient partagées, les significations attribuées, les histoires associées. Un après-midi, alors qu'elle organisait ses notes à l'ombre d'un pommier, Florence fut surprise par un groupe d'enfants qui s'approcha timidement. Madame Florence appela Rémi, un garçon d'environ 8 ans, qui était devenu un compagnon constant de Gabriel. « Voulez-vous apprendre la chanson de la tortue ?»« La chanson de la tortue », répéta-t-elle intriguée. « Oui, c'est une chanson que les enfants chantent quand ils cherchent des tortues dans la forêt après la pluie, » expliqua Thérèse, la cousine de Jeanne qui accompagnait le groupe. « Les enfants veulent vous l'enseigner. » Florence sourit, mettant ses notes de côté. « J'adorerais l'apprendre. » C'est ainsi que, à sa grande surprise, Florence découvrit une dimension du projet qu'elle n'avait pas initialement envisagée, le savoir des enfants. Les enfants possédaient leurs propres chansons, jeux et histoires qui, bien que moins formels que les rituels de Madame Isabelle, étaient tout aussi importants pour la préservation de la culture. « Les enfants sont comme des graines », expliqua Jeanne lorsque Florence partagea sa découverte. « Ils portent l'avenir de la forêt en eux. » Le soir, quand les enregistrements avec Madame Isabelle se terminaient, Florence rejoignait souvent Jeanne au bord de la rivière. Là, loin des regards de la communauté, la jeune femme travaillait sur ses propres compositions, des chansons qui mélangeaient des éléments traditionnels avec des mélodies contemporaines, des paroles dans sa langue ancestrale avec des vers en français. « Celle-ci est nouvelle », commenta Florence après avoir écouté une mélodie particulièrement touchante. « Je ne vous ai jamais entendu la jouer avant. » Jeanne acquiesça, tapotant doucement son tambour. « J'ai commencé à la composer après vous avoir rencontré. Elle parle de pont entre différents mondes. » « Elle est magnifique, »
félicita sincèrement. Florence, elle devrait aussi faire partie du projet. Je ne sais pas, hésita Jeanne. Ce n'est pas traditionnel. Ma grand-mère dit que je suis trop audacieuse dans mes compositions. Mais c'est authentique, argumenta Florence. Elle représente la culture vivante en évolution, pas seulement le passé, mais aussi le présent et l'avenir. Cette conversation déclencha une réflexion importante sur le projet. Qu'essayait-il exactement de préserver? Uniquement le passé cristallisé dans des chansons anciennes ou une tradition vivante qui continuait à se transformer et à s'adapter? Quand Richard revint 5 jours plus tard, il apportait non seulement du matériel, mais aussi des nouvelles encourageantes. Professeur Hélène s'était enthousiasmée pour le projet et avait obtenu une approbation d'urgence pour l'inclure dans le programme de recherche de l'université. De plus, un producteur musical indépendant, Charles Martin, spécialisé dans les musiques traditionnelles françaises, avait manifesté son intérêt pour produire un album avec les chansons de Madame Isabelle et Jeanne. Il a été particulièrement intéressé quand j'ai mentionné les compositions hybrides de Jeanne, expliqua Richard, tout en déchargeant l'équipement dans la maison communautaire. Il dit qu'il pourrait y avoir un marché significatif pour ce type de fusion entre traditionnel et contemporain. La nouvelle fut accueillie avec des réactions mitigées dans la communauté. Tandis que les plus jeunes s'enthousiasmaient à l'idée de voir leur culture valorisée et diffusée, certains des anciens exprimaient leurs préoccupations quant à l'exploitation commerciale potentielle de savoirs sacrés. « Nous ne voulons pas que nos chansons passent à la radio pendant que les gens font la vaisselle », déclara M. Jacques, l'un des conseillers les plus respectés de la communauté. Chaque mélodie a son moment et son but. Une longue réunion fut nécessaire dans la cour centrale pour discuter des termes du projet. Sous la lumière des lanternes et le ciel étoilé de Bretagne, la communauté débattit de questions complexes, de propriété intellectuelle, de droits culturels collectifs et des limites de ce qui pourrait être partagé avec le monde extérieur. Madame Isabelle, qui était restée silencieuse pendant la majeure partie de la discussion, se leva finalement, avec l'aide de son bâton. « Nos ancêtres chantaient pour que la vie continue », commença-t-elle, sa voix portant l'autorité de décennies de sagesse. Les chansons étaient des graines plantées dans le vent, destinées à trouver une terre fertile où elles pourraient croître. Si maintenant le vent souffle plus loin, pourquoi devrions-nous craindre? Ces paroles apportèrent une nouvelle perspective au débat. Après quelques heures supplémentaires de discussion, un consensus fut atteint. Le projet irait de l'avant, mais avec des conditions claires. Certaines chansons, notamment celles liées aux rituels de guérison et d'initiation, resteraient limitées à la communauté. D'autres pourraient être partagées avec le monde, à condition qu'elles soient accompagnées d'explications sur leur contexte et leur signification. Et, plus important encore, tout bénéfice financier résultant du projet devrait revenir à la communauté sous forme d'un fonds géré collectivement. L'accord établi, le travail s'intensifia. Richard, utilisant ses connaissances juridiques, rédigea un contrat détaillé qui protégeait les droits de la communauté. Florence, quant à elle, coordonnait les sessions d'enregistrement, maintenant avec du matériel professionnel. Un après-midi, alors qu'ils enregistraient une série de chansons liées au cycle des eaux, Madame Isabelle s'arrêta brusquement, au milieu d'une mélodie. Ses yeux, normalement vifs et attentifs, semblaient fixés sur quelque chose de lointain, au-delà des murs de la maison communautaire. « Grand-mère » appela Jeanne inquiète. L'ancienne se tourna lentement vers Florence, qui manipulait l'enregistreur. « L'enfant » dit-elle avec une clarté surprenante. « Amenez l'enfant. » Florence échangea un regard confus avec Jeanne, avant de demander à Thérèse d'aller chercher Gabriel, qui jouait avec d'autres enfants à l'extérieur. Quand le bébé entra dans les bras de la jeune femme, Madame Isabelle fit un geste pour qu'on le place sur ses genoux. À la surprise de tous, Gabriel, normalement agité, resta parfaitement calme sur les genoux de l'ancienne. Madame Isabelle commença à chanter une mélodie que Florence n'avait jamais entendue auparavant, douce, presque hypnotique. Les yeux du bébé se fixèrent sur ceux de la vieille dame, comme s'il comprenait chaque mot dans une langue que même sa propre mère ne comprenait pas. Quand la chanson se termina, Madame Isabelle regarda directement Florence. « Votre fils a le don », déclara-t-elle simplement. « Le don ?» répéta Florence, confuse. « D'entendre les voix que la plupart ont oublié comment écouter », expliqua l'ancienne. «
les voix de la forêt, de la rivière, de ceux qui sont venus avant et de ceux qui viendront encore. Un silence profond suivit ces paroles. Jeanne semblait aussi surprise que Florence. Il était rare que sa grand-mère fasse des déclarations aussi directes sur des sujets spirituels à des personnes extérieures à la communauté. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda finalement Florence, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Cela signifie que ce travail que nous faisons n'est pas seulement pour préserver le passé, répondit Madame Isabelle, caressant doucement les cheveux de Gabriel. C'est pour semer l'avenir. » Ce soir-là, couchée aux côtés de Richard, Florence partagea ce qui s'était passé. Elle s'attendait à ce que lui, toujours rationnel et pratique, offre une explication logique aux paroles énigmatiques de Madame Isabelle. À sa surprise, son mari resta pensif. « Tu sais, commença-t-il après quelques moments de silence, quand j'étais enfant, ma grand-mère disait quelque chose de similaire à mon sujet. »« Quoi ?» Florence se tourna pour le regarder dans la pénombre de la chambre. Elle disait que j'avais des yeux qui voient l'invisible. À l'époque, je pensais que c'était juste une façon affectueuse de dire que j'étais observateur ou intuitif. Richard fit une pause avant de continuer. Mais après être devenu avocat, j'ai commencé à réaliser que je pouvais vraiment voir des choses que d'autres personnes ne remarquaient pas, des contradictions dans les témoignages, des détails cachés dans les contrats. Et ce n'est pas seulement une technique juridique, c'est quelque chose de différent. Florence réfléchit à cette révélation inattendue. En toutes ces années de mariage, Richard n'avait jamais partagé cette histoire. « Pourquoi ne m'as-tu jamais raconté cela avant ?» Il haussa les épaules, un geste que Florence ressentit plus qu'elle ne le vit dans l'obscurité. « Ça n'a jamais semblé pertinent. Notre vie à Bordeaux est si structurée, si éloignée de ces questions. Mais ici, dans cet endroit, avec ces personnes, c'est comme si quelque chose d'endormi se réveillait. » Les paroles de Richard faisaient écho à ce que Florence ressentait depuis leur arrivée dans la communauté. Comme si des couches de vernis civilisationnel étaient délicatement retirées, révélant une sensibilité plus profonde, une connexion plus authentique avec le monde environnant. « Que ferons-nous quand nous rentrerons chez nous ?» demanda-t-elle, exprimant une préoccupation qui grandissait en elle. « Comment garderons-nous vivant ce que nous avons découvert ici ?» Richard entrelaça ses doigts aux siens. « Je ne sais pas exactement, mais je suis sûr que nous ne pouvons pas simplement revenir à la vie que nous avions avant. Ce serait comme essayer de se rendormir après un profond éveil. » Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Florence observa Gabriel interagir avec les enfants de la communauté. Son fils, qui à Bordeaux était toujours entouré de jouets coûteux et de technologie, semblait parfaitement heureux ici, avec une simple tortue en bois et la compagnie d'enfants qui le traitaient comme un égal, malgré la différence d'âge. « Il appartient à cet endroit autant qu'à notre appartement », commenta-t-elle à Jeanne qui servait une bouillie de céréales. « Peut-être appartient-il aux deux », répondit la jeune femme avec un sourire, « comme moi, comme nous tous, d'une certaine façon. » Cette réponse simple contenait une sagesse que Florence emporterait avec elle dans les jours suivants, alors que le projet avançait et que la date du retour à Bordeaux approchait. Peut-être que la véritable richesse qu'ils avaient découverte dans cette communauté rurale n'était pas seulement le savoir ancestral de Madame Isabelle ou les compositions innovantes de Jeanne, mais une façon différente d'appartenir, non pas exclusive ou limitée, mais fluide et expansive comme la rivière elle-même. Et tandis que le soleil se couchait sur la forêt, teintant le ciel de nuances orangées et violettes, Florence commença à entrevoir une possibilité qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant, que les mondes apparemment séparés de Bordeaux et de la communauté rurale pourraient, d'une certaine façon, trouver des points de connexion et de dialogue, et qu'elle, Richard, Gabriel et Jeanne pourraient être les ponts qui faciliteraient cette rencontre. Le retour à Bordeaux fut plus difficile que Florence ne l'avait imaginé. Après presque un mois dans la communauté rurale, la ville semblait étrangement artificielle. Le béton des bâtiments, le grondement constant des moteurs, la climatisation qui asséchait la peau habituée à l'humidité naturelle de la forêt. Même l'appartement qu'elle considérait auparavant comme un refuge élégant et confortable semblait maintenant excessivement spacieux et inutilement rempli d'objets. « C'est étrange, n'est-ce pas ?» commenta Richard le premier soir pendant qu'ils déballaient leurs affaires. « Je regarde ces choses
et je me demande pourquoi nous pensions en avoir besoin. Gabriel montrait également des signes de désorientation. Habitué à la liberté et au contact constant avec d'autres enfants, il pleurait maintenant plus fréquemment et avait du mal à dormir dans le silence artificiellement créé de sa chambre. La transition fut tout aussi difficile pour Jeanne, qui était revenue avec eux à la demande de Madame Isabelle. « Tu dois y aller et continuer le travail que nous avons commencé », avait dit l'ancienne lors des adieux. « Porte nos voix là où elles peuvent être entendues. » Maintenant, réinstallée dans la chambre de bonne de l'appartement, Jeanne semblait déplacée, ni tout à fait l'employée qu'elle avait été auparavant, ni la musicienne confiante qui s'était révélée dans la communauté. Florence percevait son inconfort et tentait de l'atténuer, l'invitant au repas, l'impliquant dans les décisions concernant le projet, la traitant explicitement comme une partenaire et non comme une subordonnée. Néanmoins, il y avait une tension palpable que personne ne savait exactement comment résoudre. La solution commença à prendre forme presque par hasard un dimanche après-midi. Professeure Hélène de l'Université de Bordeaux avait organisé une réunion chez elle pour discuter des prochaines étapes du projet de préservation culturelle. C'était une rencontre informelle, avec la présence également de Paul de l'Institut du patrimoine historique et de Charles Martin, le producteur musical qui s'était intéressé aux enregistrements. « Le matériel que vous avez rapporté est extraordinaire », déclara Hélène, une femme d'âge moyen aux yeux vifs derrière des lunettes à monture épaisse. « J'ai rarement vu une documentation aussi riche et soignée des traditions orales. »« Le mérite revient principalement à Jeanne », répondit Florence, indiquant la jeune femme qui restait timidement assise à ses côtés. « Elle a été notre pont vers ce savoir. » Hélène se tourna directement vers Jeanne, chose que peu de personnes à Bordeaux faisaient. « Avez-vous une formation universitaire, Jeanne ?» La jeune femme secoua la tête. « Seulement le lycée, madame. » La professeure ajusta ses lunettes, pensive. « Vous savez, l'université a un programme d'accès spécial pour les représentants des communautés traditionnelles. Avez-vous déjà envisagé de faire des études supérieures ?» La question prit Jeanne par surprise. « Je n'ai jamais pensé que ce serait possible. Non seulement c'est possible, mais ce serait extrêmement précieux pour votre communauté, » poursuivit Hélène. « Imaginez ce que vous pourriez faire en unissant votre savoir traditionnel aux outils académiques, de recherche et de documentation. » La graine plantée cet après-midi-là germa rapidement. Dans les semaines qui suivirent, alors que le projet avançait, Jeanne, avec le soutien de Florence et Richard, entama le processus d'inscription au département de musique de l'Université de Bordeaux avec une spécialisation en ethnomusicologie. Simultanément, Charles Martin organisait des sessions d'enregistrement professionnel pour l'album qui combinerait les chansons traditionnelles de Madame Isabelle avec les compositions originales de Jeanne. La transition de la jeune femme, du statut d'employée de maison à celui d'étudiante universitaire et de musicienne, en devenir soulevait des questions pratiques et émotionnelles complexes. Où habiterait-elle? Comment subviendrait-elle à ses besoins? Quelle serait sa relation avec Florence et Richard désormais? « Vous aurez toujours une place dans notre maison », affirma Florence un soir, tandis qu'elle conversait sur le balcon de l'appartement. « Mais je comprends si vous préférez un espace à vous, plus indépendant. » Jeanne contempla la ville illuminée en contrebas avant de répondre. « Je pense que j'ai besoin de trouver mon propre chemin maintenant. Mais je ne veux pas perdre le lien avec vous, avec Gabriel. »« Vous ne le perdrez jamais, » assura Florence, serrant ses mains. « Nous avons construit quelque chose de plus fort qu'un contrat de travail. Nous sommes une famille maintenant, d'une façon qui transcende les liens. » Avec l'aide de Richard, Jeanne obtint une bourse d'études qui couvrait non seulement les frais universitaires, mais offrait également une petite aide financière pour le logement. Ils trouvèrent un petit appartement près de l'université qu'elle partagerait avec 2 autres étudiantes issues de communautés traditionnelles. Le déménagement fut doux amer, une célébration de nouveau départ mêlée à la nostalgie d'un cycle qui se terminait. Le jour où Jeanne quitta officiellement son emploi chez Florence et Richard, ils organisèrent un dîner spécial. Pas un adieu, insista Florence, mais une reconfiguration de leur relation. Au nouveau commencement, porta un toast Richard, levant son verre, et au pont entre les mondes. Pendant ce temps, le projet de préservation culturelle prenait une ampleur plus importante. Les enregistrements initiaux
s'était à transformer en une collection significative qui comprenait désormais non seulement des enregistrements audio, mais aussi des vidéos, des photographies et des transcriptions détaillées. Professeur Hélène proposait la création d'un centre de documentation spécifique à l'université, dédié aux traditions de la communauté de Madame Isabelle. L'album produit par Charles Martin, intitulé « Voix de la vallée », était presque terminé et suscitait déjà l'intérêt des festivals de musique nationaux et internationaux. La combinaison des chansons ancestrales avec les compositions contemporaines de Jeanne créait une expérience sonore unique qui touchait des personnes d'origine et de générations différentes. Un après-midi, alors que Florence travaillait dans son cabinet d'architecture, maintenant à temps partiel, l'un des nombreux changements qu'elle avait mis en œuvre dans sa vie après le voyage, elle reçut un appel de Jeanne. « Quelque chose d'incroyable s'est produit », annonça la jeune femme, sa voix débordant d'excitation. Le Festival de musique traditionnelle de Marseille a sélectionné Voix de la vallée pour la programmation principale. Ils veulent que je me produise en direct. Jeanne, c'est merveilleux, s'exclama Florence, sincèrement heureuse du succès de son amie. Il y a plus, continua Jeanne. Ils ont suggéré que je forme un petit groupe pour la représentation. Florence, joueriez-vous avec moi? La question prit Florence complètement au dépourvu. Moi? Mais je ne suis pas musicienne. Vous vous souvenez de ces après-midi? Dans la communauté, quand je vous enseignais les rythmes de base du hochet, insista Jeanne, vous avez appris rapidement. Vous avez un sens naturel du rythme. Florence sentit une vague d'émotion. Durant ces semaines dans la communauté, elle avait effectivement participé à des sessions musicales informelles, apprenant à jouer d'instruments simples. C'étaient des moments de pure joie qui s'étaient gravés dans sa mémoire. Je ne sais pas, Jeanne. Se produire dans un festival est quelque chose de complètement différent. S'il vous plaît, réfléchissez-y, demanda la jeune femme. Ce serait tellement significatif de vous avoir là avec moi, un véritable pont entre nos mondes. Cette phrase, pont entre les mondes, résonna dans l'esprit de Florence le reste de la journée. N'était-ce pas exactement ce qu'elles avaient construit ensemble? Un passage qui permettait le flux de connaissances, de respect et d'affection entre des réalités qui restaient normalement isolées. Quand elle partagea l'invitation avec Richard ce soir-là, elle s'attendait à ce qu'il trouve l'idée absurde. À sa surprise, il l'encouragea avec enthousiasme. « Tu devrais le faire », affirma-t-il avec conviction. « C'est une opportunité unique. En plus, ajouta-t-il avec un sourire, j'ai toujours voulu être le mari d'une artiste célèbre. » Florence rit, mais la graine avait été plantée. Dans les jours qui suivirent, elle commença à pratiquer sérieusement avec le hochet que Jeanne lui avait offert. Richard, toujours pratique, réorganisa son calendrier de travail pour pouvoir s'occuper de Gabrielle pendant les répétitions et le voyage pour le festival. Le groupe musical que Jeanne forma reflétait parfaitement le pont qu'elle avait créé. Outre Florence, il incluait Thérèse, sa cousine de la communauté, venue spécialement à Bordeaux pour l'événement. Marcel, un percussionniste de l'orchestre symphonique local, et Louise, une étudiante en chant lyrique de l'université qui s'était passionnée pour les techniques vocales traditionnelles. Les répétitions avaient lieu dans le petit appartement de Jeanne, ou à l'université, quand il pouvait réserver une salle. Au début, Florence se sentait déplacée, l'amatrice parmi des professionnels et des talents, mais la générosité de Jeanne et des autres musiciens construisit progressivement sa confiance. Il y avait quelque chose de profondément libérateur à créer de la musique collectivement, à se sentir partie de quelque chose de plus grand qui transcendait les mots et les positions sociales. Pendant ce temps, les nouvelles venant de la communauté apportaient à la fois joie et inquiétude. Le fonds établi avec les premiers revenus du projet avait permis la rénovation du dispensaire local et l'engagement d'un médecin qui visitait régulièrement la communauté. Madame Isabelle, bien que toujours fragile, montrait des signes de stabilité dans sa santé, peut-être motivée par la perspective de voir son héritage préservé et étendu. D'autre part, l'attention que le projet attirait sur la région éveillait également l'intérêt de bûcherons et de spéculateurs immobiliers. Richard, utilisant ses connaissances juridiques et ses contacts au ministère de la Culture, travaillait sans relâche pour établir des protections légales pour le territoire traditionnel de la communauté. « C'est une course contre la montre »,
expliqua-t-il à Florence après une longue téléconférence avec les autorités environnementales. Plus la valeur culturelle est reconnue, plus nous obtenons de protection légale, mais cela attire aussi plus d'intérêts économiques prédateurs. Mais que le festival de Marseille approchait, la vie de Florence s'était transformée de manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir cette nuit où elle avait trouvé Jeanne chantant dans l'obscurité de son appartement. Son travail d'architecte, auparavant exclusivement focalisé sur des projets commerciaux lucratifs, incluait maintenant un partenariat avec l'Institut du patrimoine historique pour documenter et préserver les techniques de construction traditionnelles. Son réseau social, autrefois limité à des collègues de profession et des amis de longue date de la même classe sociale, englobait désormais des musiciens, des universitaires, des activistes et des membres de communautés traditionnelles. Richard vivait également des changements profonds. Sa pratique juridique, précédemment concentrée sur le droit des affaires, incorporait graduellement des cas liés au droit des communautés traditionnelles et à la protection des savoirs ancestraux. Il avait même refusé un client important, une entreprise d'exploitation forestière avec des intérêts dans la région de Saint-Étienne, pour des raisons éthiques, chose impensable quelques mois auparavant. Et Gabriel, bien que trop petit pour comprendre les transformations autour de lui, grandissait dans un environnement radicalement différent de ce que ses parents avaient initialement imaginé. Sa nounou était maintenant Martine, une étudiante en pédagogie recommandée par Jeanne qui incorporait des éléments d'éducation traditionnelle dans ses interactions avec le bébé. Les berceuses qui l'endormaient étaient les mêmes qui résonnaient depuis des générations dans les vallées bretonnes. La veille du départ pour Marseille, Florence reçut un appel inattendu. C'était Thérèse, utilisant le téléphone communautaire récemment installé dans le village. « Madame Isabelle veut vous parler », annonça-t-elle, avant de passer le téléphone à l'ancienne. La voix de la vieille dame sonnait étonnamment claire à travers la ligne téléphonique. « Ma fille », commença-t-elle, utilisant un terme d'affection qui fit monter les larmes aux yeux de Florence. « Les esprits m'ont montré vous tous jouant devant beaucoup de personnes. Les graines que nous avons plantées grandissent fortes. Nous essayons de rendre justice à votre savoir, Madame Isabelle, répondit Florence avec émotion. Ce n'est pas mon savoir, corrigea doucement l'ancienne. C'est le savoir de la rivière, de la forêt, des ancêtres. Nous ne sommes que des gardiens temporaires. Il y eut une pause avant qu'elle ne continue. Quand vous jouerez, souvenez-vous d'inviter les esprits. Ils adorent la musique et la danse. Florence sourit, déjà familiarisée avec la façon dont Madame Isabelle mélangeait conseils pratiques et références spirituelles. Nous le ferons, je promets. Et dites à Jeanne, ajouta l'ancienne avant de raccrocher, que je suis fier de sa musique. Elle a trouvé sa propre rivière à suivre. Ce soir-là, en finissant de préparer ses bagages pour le voyage, Florence trouva la petite amulette que Jeanne lui avait donnée avant leur premier voyage dans la communauté. La faisant tourner entre ses doigts, elle réfléchit à la signification que la jeune femme avait expliquée, pour la protection pendant le voyage, et pour que vous trouviez toujours le chemin du retour à la maison, quel que soit le sens de maison pour vous. Maison. Le mot portait maintenant des couches de signification qu'il ne possédait pas auparavant. L'appartement à Bordeaux restait son foyer physique, mais maison s'était élargie pour inclure la communauté rurale, les personnes qu'elle avait rencontrées, les expériences partagées, la musique qui faisait maintenant partie de sa vie. Richard la trouva ainsi perdue dans ses pensées, l'amulette à la main. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement, s'asseyant à ses côtés sur le lit. « À comment une seule nuit d'insomnie peut complètement changer le cours d'une vie » répondit-elle, s'appuyant contre l'épaule de son mari. « Si je ne m'étais pas réveillée cette nuit-là, si je n'avais pas entendu Jeanne chanter, peut-être nous serions-nous quand même rencontrés d'une autre façon, suggéra Richard. Certaines connexions semblent prédestinées d'une certaine manière. » Florence sourit, surprise par le commentaire inhabituellement mystique du toujours rationnel Richard. « Madame Isabelle t'influence à distance ?» Il rit. « Qui sait, ou peut-être que je commence simplement à réaliser qu'il y a plus de mystère. Dans le monde que nos codes et nos lois ne peuvent en saisir. » Ils s'endormirent ainsi enlacés, tandis que de l'autre côté de la ville, Jeanne donnait les touches finales aux partitions qui guideraient sa présentation au festival. Et plus loin encore, dans la communauté au bord de la rivière, Madame Isabelle contemplait les étoiles,
fredonnant doucement une mélodie ancienne qui parlait de rivières qui se rencontrent, de mondes qui se touchent et de musique qui transcende le temps. Marseille accueillait le festival de musique traditionnelle avec les couleurs vibrantes et l'effervescence culturelle qui caractérisait la ville. Des artistes de toutes les régions de France et des pays voisins convergeaient pour célébrer des sonorités qui résistaient au temps et à l'homogénéisation culturelle. Pour Florence, habituée seulement aux événements d'entreprise et au vernissage d'architecture, l'ambiance était une révélation, informelle, diverse, pulsant de vie. Le groupe de Jeanne devait se produire le 3e jour du festival, sur la scène Marcel Pagnol, dédiée aux révélations et aux fusions musicales innovantes. Dans les jours précédant la représentation, outre les répétitions finales, ils participèrent à des ateliers, des tables rondes et des présentations d'autres artistes, absorbant des influences et établissant des connexions qui influenceraient certainement leur parcours futur. C'est incroyable comme toutes ces traditions différentes dialoguent entre elles, commenta Jeanne après avoir assisté à une présentation qui mélangeait des chants provençaux avec des éléments de musique bretonne. C'est comme si, au fond, nous parlions des dialectes d'une même langue ancestrale. Florence, qui avait craint de se sentir déplacée parmi des musiciens professionnels et des spécialistes des traditions populaires, fut surprise par l'accueil chaleureux qu'il recevait. L'histoire de comment elle, une architecte de la classe, moyenne supérieure de Bordeaux, était devenue membre d'un groupe qui préservait et réinventait des chansons rurales bretonnes, suscitait un intérêt sincère. Beaucoup voyaient dans ce partenariat improbable un symbole puissant de comment la culture pouvait construire des ponts là où la société érigeait des murs. Le matin de la représentation, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans le petit hôtel où ils logeaient, Jeanne semblait inhabituellement nerveuse. « Et s'ils ne comprennent pas ?» questionna-t-elle, remuant son café sans vraiment le boire. « Et s'ils pensent que nous diluons la tradition? Ou pire, que nous l'exploitons ?» Florence posa sa main sur celle de Jeanne. « Ce que nous faisons vient d'un lieu de respect et de connexion authentique. Les gens le sentiront. » De plus, ajouta Thérèse, qui les avait rejointes à table, « Grand-mère, Isabelle a béni ce chemin, et elle ne se trompe généralement pas sur ces choses. » La mention de l'ancienne amena un sourire sur le visage de Jeanne. « Tu as raison, faisons confiance au processus. » Les heures qui précédèrent la représentation passèrent dans un tourbillon de vérifications sonores, d'ajustements de dernière minute au répertoire et du rituel privé que Jeanne insista pour réaliser avec tous les membres du groupe. Dans une loge improvisée à l'arrière de la scène, ils allumèrent un petit encens d'herbes bretonnes et partagèrent un moment de silence, suivi d'une brève chanson d'invocation enseignée par Madame Isabelle. « Pour inviter les esprits à danser avec nous », expliqua Jeanne avec un sourire, rappelant à Florence la promesse faite à l'ancienne par téléphone. Lorsqu'ils montèrent finalement sur scène, le soleil commençait à se coucher, baignant l'amphithéâtre en plein air d'une lumière dorée qui semblait parfaite pour la scénographie. Le public, plus nombreux qu'il ne l'avait anticipé, les accueillit avec des applaudissements chaleureux. Beaucoup avaient alors déjà entendu les rumeurs concernant l'album Voix de la vallée et étaient curieux d'expérimenter en direct cette fusion unique. Jeanne fit un pas en avant, s'approchant du microphone. Sa transformation était remarquable. La jeune femme timide qui passait auparavant inaperçue dans l'appartement de Florence irradiait maintenant une présence scénique, magnétique. « Bonsoir », commença-t-elle d'une voix claire. « Nous venons de loin pour partager avec vous des chansons qui sont nées au bord des rivières bretonnes, dans des communautés qui gardent des savoirs ancestraux. Certaines de ces mélodies sont aussi anciennes que la forêt elle-même. D'autres sont nées récemment, de la rencontre entre des mondes qui semblaient distants, mais qui ont découvert qu'ils pouvaient dialoguer et créer ensemble. » Son regard croisa celui de Florence sur scène avant de continuer. « Notre première chanson est un hommage aux rencontres inattendues qui transforment nos vies. Elle s'appelle « Éveil à l'aube ». Sur ces mots, Jeanne fit un signe subtil, et les musiciens commencèrent à jouer. La mélodie débutait doucement, presque hypnotique, seulement le tambour de Jeanne et le hochet de Florence créant une base rythmique sur laquelle la voix de la jeune femme commença à tisser un récit dans sa langue ancestrale, entrecoupé de vers en français
qui racontèrent l'histoire d'une femme qui se réveille au milieu de la nuit et trouve une porte vers un monde qui a toujours été là, mais qu'elle n'avait jamais vraiment vu. Florence ressentit une émotion presque indescriptible parcourir son corps pendant qu'elle jouait. Ses doigts bougeaient avec une précision surprenante, comme s'ils avaient leur propre mémoire. Autour d'elle, le groupe évoluait en parfaite synchronie. Thérèse avec sa flûte traditionnelle, Marcel au tambour complémentaire, Louise harmonisant vocalement avec Jeanne. Plus que des musiciens jouant ensemble, ils semblaient un organisme unique, pulsant en harmonie avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le public réagit immédiatement. Même ceux qui ne comprenaient pas les paroles dans la langue bretonne semblaient saisir l'essence émotionnelle du récit. Les visages s'illuminaient de sourires, les têtes se balançaient au rythme, certains fermaient les yeux comme pour mieux absorber chaque note. À mesure qu'ils avançaient dans le répertoire, soigneusement planifié, Florence réalisa que quelque chose de spécial se produisait. Chaque chanson semblait naturellement couler vers la suivante, créant un voyage sonore qui emmenait le public des bords des rivières bretonnes aux profondeurs de la forêt, vers des rituels de célébration et de guérison, vers des histoires d'amour et de perte, et finalement vers la rencontre entre des cultures apparemment distantes. À un moment donné, durant une chanson particulièrement intense sur les cycles de la nature, Florence eut une expérience presque transcendantale. Pendant un instant, elle se sentit simultanément sur la scène à Marseille et au bord de la rivière dans la communauté de Jeanne. C'était comme si les deux réalités coexistaient, connectées par les fils invisibles de la musique. Elle entrevit Madame Isabelle souriant sous les étoiles bretonnes, Richard berçant Gabriel au son d'une berceuse rurale, les enfants de la communauté dansant autour du feu nocturne. La sensation fut si vive que Florence perdit momentanément le rythme. Jeanne le remarqua et lui lança un regard compréhensif, comme si elle expérimentait aussi quelque chose de similaire. Elles échangèrent un sourire complice avant de plonger à nouveau dans le courant musical qui les portait. Quand ils arrivèrent à la dernière chanson, Jeanne fit un geste inattendu. Au lieu de suivre le programme, elle s'approcha de Florence et chuchota, jouant la nouvelle musique, celle qui n'est pas encore terminée. Florence écarquilla les yeux, surprise. Pendant les répétitions, Jeanne avait partagé une composition en cours, une pièce ambitieuse qui tentait de capturer en son le voyage complet qu'elles avaient vécu ensemble. Mais la chanson était encore inachevée, avec des lacunes et des transitions indéfinies. « Tu es sûr ?» chuchota-t-elle en retour. Jeanne acquiesça avec confiance. La musique saura où aller. Retournant au microphone, Jeanne s'adressa au public. « Pour terminer, nous aimerions partager quelque chose de très spécial, une chanson qui est encore en train de naître, tout comme l'avenir que nous construisons ensemble. Elle s'appelle « Le pont invisible ». Sur ces mots, elle commença à jouer une introduction que Florence reconnut immédiatement. Respirant profondément, elle se joignit avec son hochet, suivie par les autres musiciens qui, bien que surpris, avaient suffisamment confiance en Jeanne pour suivre sa direction improvisée. Ce qui se passa ensuite fut quelque chose qu'aucun d'entre eux n'aurait pu planifier. La chanson inachevée, au lieu de sonner fragmentée, s'épanouit organiquement sur scène. Quand ils arrivèrent au point où ils s'arrêtaient normalement pendant les répétitions, Jeanne n'hésita pas. Elle continua à chanter, créant des vers et des mélodies sur le moment, guidée par quelque chose qui semblait venir d'un lieu au-delà de la technique ou de la planification. Les autres musiciens la suivirent instinctivement, chacun contribuant avec des éléments qui semblaient à la fois improvisés et inévitables. Florence se sentit dans un état altéré de conscience. Ses mains bougeaient sur l'instrument, créant des motifs rythmiques qu'elle n'avait jamais pratiqués, mais qui sonnaient parfaitement intégrés à l'ensemble. C'était comme si la musique se composait à travers eux, non par eux. Le public perçut qu'il assistait à quelque chose d'unique. Un silence révérencieux s'empara de l'amphithéâtre, interrompu seulement par d'occasionnels soupirs d'admiration. Quand la chanson atteignit finalement son apogée, une explosion de voix, de percussions et de mélodies qui semblait réunir tous les éléments explorés précédemment, beaucoup avaient les larmes aux yeux. La fin vint naturellement, les instruments se taisant graduellement jusqu'à ce que seule la voix de Jeanne demeure, soutenant une longue note qui se dissolut lentement dans l'air nocturne. Pendant quelques secondes, un silence absolu régna,
comme si personne ne voulait ou ne pouvait briser l'enchantement du moment. Puis, comme une vague se brisant sur la plage, le public explosa en applaudissements et acclamations. Des personnes se levèrent, criant « bravo » et d'autres expressions d'admiration. Le groupe sûr, scène encore partiellement en transe par ce qu'il venait d'expérimenter, s'embrassa avec émotion avant de remercier le public par des révérences. Dans les coulisses, après plusieurs rappels, le groupe put enfin traiter ce qui venait de se passer. « Qu'est-ce que c'était » demanda Marcel, le percussionniste, encore visiblement touché. « Je n'ai jamais rien ressenti de pareil en 15 ans de carrière. » C'était comme si Louise cherchait les mots justes, comme si quelque chose de plus grand chantait à travers nous. Jeanne souriait sereinement. Ma grand-mère appellerait cela le moment où les esprits dansent avec nous. À l'université, ils appelleraient peut-être ça « flow collectif » ou quelque chose comme ça. Quel que soit le nom, commenta Florence, essuyant des larmes d'émotion. C'était l'expérience la plus extraordinaire de ma vie. Encore dans l'état d'euphorie post-représentation, ils furent surpris par Charles Martin, le producteur musical, qui fit irruption dans la loge accompagné d'une femme à l'allure cosmopolite qui se présenta comme directrice d'un important label de world music. C'était absolument révolutionnaire, s'exclama Charles, embrassant Jeanne puis les autres membres du groupe. Vous venez d'ouvrir une porte que personne ne savait exister dans la musique française contemporaine. La directrice du label, moins effusive mais tout aussi enthousiaste, alla droit au but. Nous aimerions discuter d'une tournée internationale, Europe, Japon, peut-être Amérique du Nord. Ce que vous avez créé ici a un potentiel global. La proposition tomba comme une bombe dans la petite loge. Thérèse regardait de Jeanne à Florence avec des yeux écarquillés. Marcel et Louise contenaient à peine leur excitation. Jeanne, cependant, gardait une expression contemplative. « Nous devons en parler calmement », répondit-elle finalement. « Notre musique n'est pas seulement un produit. Elle porte des responsabilités envers la communauté, envers les savoirs traditionnels. » La directrice acquiesça, montrant sa compréhension. « Certainement, nous ne voulons rien précipiter. Voici ma carte. Nous parlerons quand vous serez prêts. » Après le départ des visiteurs, le groupe resta silencieux quelques instants, assimilant l'ampleur de ce qui se passait. Finalement, Florence parla. « Indépendamment de ce que nous déciderons concernant cette proposition, quelque chose d'extraordinaire s'est produit aujourd'hui, pas seulement sur scène, mais tout au long du chemin qui nous a menés jusqu'ici. La question est, où allons-nous maintenant ?» questionna Jeanne. Cette question flotta dans l'air tandis qu'ils démontaient l'équipement et retournaient à l'hôtel. Cette nuit-là, épuisés mais électrisés par l'expérience, ils se réunirent dans la chambre de Jeanne pour une conversation qui se prolongerait jusqu'à l'aube. Il ne s'agissait pas seulement de décider des propositions de tournée ou de contrats discographiques, mais de quelque chose de bien plus profond. Comment honorer authentiquement le savoir traditionnel, tout en lui permettant de dialoguer avec le monde contemporain? Comment garantir que les bénéfices reviendraient aux communautés d'origine? Et peut-être le plus important, comment maintenir l'intégrité et l'authenticité émotionnelle qu'ils avaient expérimentées sur scène? Pendant la conversation, Florence reçut un message de Richard. Il avait regardé toute la représentation grâce à une transmission en direct qu'un des organisateurs du festival avait gentiment organisée. Son message était simple, mais chargé de sens. Gabriel n'a pas quitté l'écran des yeux pendant toute la représentation. Quand vous avez terminé la dernière chanson, il a prononcé son premier mot, « maison ». Nous vous attendons pour « rentrer à la maison », quel que soit le sens que ce mot a maintenant pour nous tous. En lisant le message à haute voix pour le groupe, Florence sentit que quelque chose d'important se cristallisait. La maison n'était plus seulement un lieu physique, mais un état d'appartenance qu'ils pouvaient porter avec eux où qu'ils aillent. La musique qu'ils avaient créée ensemble était, en essence, une carte pour trouver ce lieu d'appartenance dans un monde de plus en plus fragmenté. Le lendemain matin, avant d'embarquer dans le train de retour pour Bordeaux, Jeanne reçut un appel de la communauté. C'était oncle Jacques, utilisant le téléphone communautaire. « Ta grand-mère veut te parler, dit-il, passant le téléphone à Madame Isabelle. »« Ma fille !» La voix de l'ancienne sonnait étrangement nette, comme si elle était à côté de Jeanne et non à des centaines de kilomètres. « J'ai entendu votre musique hier soir. »« Comment ça, grand-mère » demanda Jeanne, confuse. «
Tu as regardé par Internet ?» Le rire doux de Madame Isabelle coula à travers la ligne téléphonique. « Je n'ai pas besoin de machine pour entendre ce que le vent apporte, ma fille. Votre musique est venue jusqu'à moi, claire comme l'eau de source. Vous avez trouvé le chemin. » Avant que Jeanne puisse questionner le sens de ces paroles énigmatiques, Madame Isabelle continua. « Le conseil de la communauté s'est réuni hier. Nous avons décidé quelque chose d'important que tu dois savoir. Le cœur battant. » Jeanne écouta attentivement tandis que sa grand-mère expliquait la décision prise. Quand elle raccrocha, son visage était illuminé par un mélange de surprise et de joie profonde. « Que s'est-il passé ?» demanda Florence, préoccupée. Par l'expression intense de son amie. « Quelque chose d'incroyable », répondit Jeanne. « La communauté a décidé de transformer une partie de son territoire en centre culturel et de recherche, un espace pour préserver les connaissances traditionnelles, mais aussi pour promouvoir des dialogues avec d'autres savoirs. Ils veulent qu'il soit construit avec des techniques traditionnelles, combinées à des solutions durables contemporaines. » Elle fit une pause, regardant directement Florence. « Et ils veulent que vous soyez l'architecte responsable du projet. » Florence resta sans voix, émue par la confiance placée en elle. « Ce serait un immense honneur. »« Il y a plus, » continua Jeanne. « Il propose que le centre inclue un studio d'enregistrement et un espace pour des représentations. Lieu où musiciens traditionnels et contemporains puissent collaborer, créer et partager. Et ils veulent que notre groupe soit une sorte d'ambassadeur culturel, portant ce travail dans le monde, mais revenant toujours pour partager et renouveler les connexions. » Cette proposition inattendue semblait répondre aux questions qu'ils avaient discutées la nuit précédente. Elle offrait un chemin qui honorait les traditions tout en créant un espace pour l'innovation, qui permettait un dialogue global sans perdre les racines locales. Durant le voyage de retour à Bordeaux, Florence contempla par la fenêtre le paysage français qui défilait. Elle pensa au voyage extraordinaire qui avait commencé cette nuit dans son appartement, quand les pleurs de Gabriel l'avaient menée à découvrir Jeanne chantant dans l'obscurité. Comment aurait-elle pu imaginer alors que cette rencontre fortuite la conduirait à une transformation si profonde de sa vie, de ses valeurs, de sa compréhension d'elle-même et du monde? Plus qu'un projet architectural ou musical, ce qu'ils avaient créé ensemble était un nouveau modèle de relation, entre personnes d'origines différentes, entre tradition et innovation, entre nature et culture. Un pont invisible, mais non moins réel, qui permettait le flux de connaissances, de respect et d'affection dans les deux directions. Quand ils arrivèrent finalement à Bordeaux, Richard et Gabriel les attendaient à la gare. En voyant son mari, tenant leur fils qui tendait maintenant ses petits bras vers elle, Florence ressentit une vague d'émotion presque écrasante. Elle courut pour les embrasser, suivie par Jeanne et Thérèse. « Maison », balbutia Gabriel clairement, touchant le visage de sa mère avec ses petites mains. « Oui, mon amour », répondit Florence, regardant le groupe qui formait maintenant un cercle d'embrassade au milieu du hall de la gare. « Nous sommes tous à la maison. » Ce soir-là, réunis sur le balcon de l'appartement avec une vue privilégiée sur la Garonne, ils célébrèrent non seulement le succès de la représentation à Marseille, mais le début d'une nouvelle phase dans leur vie. Le centre culturel, dans la communauté, ne serait que le commencement. Ils imaginaient déjà des programmes éducatifs qui amèneraient des jeunes urbains à apprendre des communautés traditionnelles et qui feraient venir des jeunes ruraux et bretons pour partager leurs connaissances dans les villes. Ils rêvaient d'un modèle d'échange culturel qui pourrait être reproduit dans d'autres régions, créant un réseau de ponts invisibles à travers tout le pays. Tandis que la nuit avançait et que la conversation coulait, Jeanne prit son tambour et commença à jouer doucement. Sans rien planifier, les autres se joignirent à elle, Thérèse avec sa flûte, Florence avec le hochet qui semblait maintenant une extension naturelle de ses mains. Même Richard, qui s'était toujours considéré comme complètement dépourvu de talent musical, trouva un rythme simple en tapant des mains sur ses jambes. Gabriel, au centre du cercle, regardait fasciné les adultes, ses petits yeux brillants, d'une sagesse qui semblait transcender son jeune âge. Quand Jeanne commença à chanter, il sourit comme s'il reconnaissait la mélodie, la même que Madame Isabelle avait chantée pour lui cet après-midi spécial dans la communauté. La musique coulait du balcon vers la nuit bordelaise,
se mêlant au son de la ville et de la rivière. C'était une chanson sur des ponts invisibles, sur des eaux qui se rencontrent, sur des mondes qui apprennent à dialoguer. Une chanson qui, comme ils l'avaient eux-mêmes découvert, avait le pouvoir de transformer des vies, de connecter des personnes et de créer des avenirs inattendus. Et, tandis que la mélodie s'élevait vers le ciel étoilé,